Frédérique Ries, bonjour. Vous êtes Bonjour. députée européenne dans le groupe des démocrates et libéraux et ex-présentatrice vedette du journal télévisé sur RTL TVI, la chaîne privée en Belgique. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi de la panade parce que la Belgique semble être bien dedans avec ses querelles entre francophones et flamands qui ont fait chuter le gouvernement, et ça tombe mal puisque la Belgique va prendre la présidence tournante de l'Union européenne. Certains imaginent même que la Belgique devrait passer son tour. Non, ça n'a pas de raison d'être. D'abord, il y a des précédents. Je veux dire, les Danois, les Italiens nous ont également précédés dans ce cas de figure. À des moments différents, c'est vrai, les Tchèques aussi. On se souvient, c'était en fin de présidence tchèque. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc voilà. Ici, on commencerait éventuellement avec, et probablement d'ailleurs, moi j'ai pas de boule de cristal ici, je l'ai oublié, mais avec un gouvernement en affaires courantes, j'imagine. Je pense que ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la Belgique. J'ai pas ce recul, mais qu'on réussisse a fortiori dans ce contexte-ci, à former un gouvernement en moins de 15 jours. Donc il est plus que probable qu'on commencera. En général, on met beaucoup plus de temps que cela dans le contexte, a fortiori, comme je le disais. Donc c'est un petit peu particulier, on va commencer comme ça. Mais je dirais que c'est surtout au niveau symbolique que c'est pénalisant. C'est vrai que ça a quelque chose, moi je trouve que ça a quelque chose du crève-cœur qui est tellement antinomique avec l'histoire même et le mouvement même de l'intégration européenne. Ce qui se passe et toutes ces formes centrifuges qui sont à l'œuvre dans notre pays, c'est tellement contraire à l'histoire de l'Europe par rapport à ces nationalismes échevelés que c'est difficile à expliquer et qu'on est tous ici, chacun d'entre nous, les Belges, les 22 Belges, enfin j'enlève les trois du Belagne, mais avec notre bâton de pèlerin en train d'expliquer à nos collègues qu'on est désolé de l'exemple tellement anti-européen qu'on est en train ici d'infliger aux autres, mais que ça va fonctionner, c'est clair. Vous avez interpellé Herman Van Rompuy, le président de l'Union européenne, pour lui demander de condamner le fait qu'en Belgique, certains droits des francophones, de la minorité francophone, sont bafoués. Alors comment vous expliqueriez ça à quelqu'un qui n'est pas belge? Les francophones ne sont quand même pas torturés par les flamands. Ils ne sont pas torturés, mais on a dans notre nouveau traité qui inclut, on le sait, alors je ne vais pas rentrer trop dans le jargon et dans la cuisine, mais dans la cuisine européenne, je veux dire, on a inclus la charte des droits fondamentaux qui comporte certains articles très précis sur la lutte contre toutes les discriminations, bien entendu raciales, religieuses, ethniques et linguistiques aussi. Et je voudrais juste préciser que je ne suis pas tout à fait naïve en écrivant avec Bernard Clairfailly au nouvellement installé président du Conseil européen. On sait très bien qui c'est. Ça n'est pas un eunuque politique. Il vient d'où il vient. Mais simplement, je m'adresse à lui dans la nouvelle fonction qui est la sienne. Et s'il n'est pas, comme l'est la Commission, le garant de la lettre des traités, il doit en tous les cas en illustrer l'esprit. Et ce qui se passe ici, dans certaines situations, est fondamentalement contraire à l'esprit des traités européens. Alors, je vous arrête, Frédérique Ries, parce que vous le voyez, il y a de la neige qui apparaît. Un peu bavarde, oui. Et derrière cette neige, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Bonjour, je suis Marcel Sel, je tiens un blog politique et j'ai écrit un livre qui s'appelle Wallenbuiten, qui explique la crise belge. Alors, cher Frédérique Ries, je suis absolument ravi que vous interpelliez Herman Van Rompuy sur les discriminations envers les francophones en Flandre. Et détail piquant, le parti de Van Rompuy s'est engagé par écrit à ne ratifier la charte des minorités sous aucun prétexte. Alors en Belgique, les minorités, c'est les francophones, mais si ce n'était pas la Belgique, eh bien ce seraient les Turcs ou les Tziganes, etc. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que l'Europe n'est pas un petit peu légère quand elle se choisit un nouveau président? Merci. Un petit peu légère. Je pense que c'est plus profond que ça et ce n'est pas que la question du nouveau président. Ça vaut pour toutes les nominations à des grades, je vais dire, très importants, que ce soit le président de la Commission, que ce soit le nouveau président du Conseil, que ce soit Madame Ashton. J'ai pas envie d'en rajouter par rapport à tout ce qui a été dit, mais c'est vrai et ça a été très flagrant pendant la campagne européenne l'année dernière quand on nous disait, et la campagne aussi pour la présidence de Monsieur Barroso, on veut un nouveau Jacques Delors par exemple. On vit dans une époque et dans une Europe qui a fondamentalement changé et fondamentalement évolué. Et je pense qu'il ne faut pas rendre l'Europe en tant que telle coupable de ce qui ne relève pas de sa culpabilité. Ce que je veux dire, c'est que ce sont les capitales qui désignent. Le grand marchandage de tapis, il a lieu entre chefs d'État et chefs de gouvernement des capitales. Et c'est donc au niveau du Conseil, de nouveau, que tout ça se décide et plutôt ne se décide pas. Et je pense que c'est là, c'est une évidence, qu'on va de plus en plus vers un choix de personnalité. Alors je ne vais pas dire transparente, parce que ce n'est pas gentil pour les gens qui y sont. Quoique, excusez-moi, mais pour Madame
Ashton, je suis sérieusement en train de me poser des questions par rapport à toute une série de choses, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de M. Van Rompuy, mais ce que je veux dire que c'est clair, on choisit des personnes qui ne font pas d'ombre, qui ne font plus d'ombre, parce qu'on est dans un contexte et dans une Europe formidablement différente, qui a évolué. Mais je ne suis pas en train de dire que je pense qu'on doit revenir à des gens qui vont impulser une véritable énergie européenne. Alors je signale quand même le titre du livre de Marcel Sell, Wallenbuiten, ça veut dire Wallon dehors, et c'est publié aux éditions Jourdan. Frédéric Ries, je voudrais encore vous montrer une image, c'est l'image d'un dessin animé qui a été réalisé par le Hamas. On y voit un homme très seul, c'est le père du soldat Gilad Shalit, ce soldat franco-israélien qui a été enlevé et qui est prisonnier depuis 4 ans dans la bande de Gaza. Ça vous fait dire quoi, ça ? Ça me fait dire d'abord que, attention à la sémantique, c'est pas un soldat, oui c'est un soldat de fait, c'est un gosse de 18 ans qui faisait son service militaire. C'est pas un militaire de carrière, mais c'est important au niveau de la portée du sens. Donc voilà, comme tous les jeunes d'Israël, il faisait son service militaire dans les circonstances qui ont conduit à son enlèvement. Vous avez voté ici une résolution au Parlement pour exiger j'ai présenté et on a amené la quasi-unanimité du Parlement européen sur le vote de cette résolution qui demandait à l'époque, il y a 2 mois, à Mme Ashton, qui allait 3 jours après en Israël et à Gaza, de poser des questions à ce sujet et d'œuvrer à la libération de ce jeune franco-israélien. C'est un Européen aussi, Gilad Shalit. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de réponses quant à cette initiative-là. Je dis simplement, de façon empirique, il me semble, mais je pense qu'il faut relancer la confiance, il faut restaurer la confiance. Il faut peser sur Israël, il faut peser sur... Les deux, bien entendu, parce que toute initiative qui ne ferait peser la responsabilité que sur l'un serait d'office discrédité aux yeux des autres. Mais je pense qu'il faut, d'un côté comme de l'autre, et surtout du côté israélien, restaurer la confiance. Pour faire court ici, parce que je sais de nouveau que le temps est compté, c'est entre amis qu'on peut se dire les choses les plus sévères. Des juifs européens ont lancé ici, au Parlement européen, un mouvement qui appelle Israël à la raison. Le mouvement s'appelle J-Call. Alors on y trouve Daniel Cohn-Bendit, Bernard-Henri Lévy, Elie Barnavi, l'historien. Ils critiquent l'incapacité d'Israël à négocier la paix. Vous soutenez ce mouvement ? Je ne le soutiens pas, on peut en discuter. Il y a beaucoup de points très très positifs, ne fût-ce que la volonté d'avancer et de se sortir de cette ornière. C'est un point éminemment positif. Simplement, ce mouvement se présente comme citoyen et essentiellement apolitique. C'est un mouvement politique qui est lié non pas à un parti, mais à un mouvement politique en Israël. Et donc en ça n'est pas uniquement une initiative citoyenne. Elle est politisée. Et je pense que oui, simplement, il faudrait qu'ils disent aussi quelque part dans leur appel qu'il faut aussi secouer les autres. C'est ce que je vous disais. Et sinon, on est un petit peu discrédité. C'est pour ça que ça suscite tant de controverses et tant de polémiques. C'est dommage qu'ils n'ont pas équilibré leur message. Sinon, je veux dire, œuvrer à la paix et rassembler les bonnes volontés de part et d'autre et peut-être faire fonctionner, c'est ce que je dis toujours, mais c'est bien plus qu'un slogan, la paix d'en bas, la paix qui fonctionne entre les gens, et on fait remonter, on fait percoler les choses, puisque d'en haut, que ce soit d'Oslo à Tabat, Clinton, il y était presque. Mais jusqu'ici, ça s'effrite plutôt que ça se construit. Donc il faut faire fonctionner les énergies d'en bas. Merci Frédéric Ries d'être venu au Bar de l'Europe. Et si vous voulez, on va goûter cette panade belge. Oui, d'accord. Vous êtes sûr? C'est bon? Moi, j'aime la panade banane, orange et